Moi, je lis assez peu de polars, parce que d'une part, l'intrigue me passionne peu souvent, hormis de rares exceptions, et d'autre part, je trouve que ce genre utilise souvent la violence de façon extrêmement sensationnaliste et gratuite. Et je n'aime pas ça. De plus, je n'ai aucune affection pour le gore ou le spectaculaire. Non, mon kink à moi, c'est l'intelligence. Oh bah trop bien madame, je suis une intellectuelle, sapiosexuelle. Alors que finalement c'est assez simple de me contenter. Une énigme bien trouvée, une affaire à résoudre un peu tirée par les cheveux, mais où tout finit par harmonieusement s'emboîter lors de la résolution finale, et je suis aux anges. C'est pourquoi j'ai eu envie de vous parler de la reine du crime. D'une nana avec un sacré talent, des idées farfelues, une passion pour les énigmes et une capacité assez incroyable à les faire prendre vie. Une femme qui est l'une des pierres angulaires du genre policier, j'ai nommé Agatha Christie. Sti. Allez, tu dégages, tu sors. Allez. Alors je t'entends déjà dire « oui, mais attends, je veux dire, c'est pas parce qu'on écrit sur des meurtres qu'on est forcément une mauvaise fille soi-même, hein. Enfin, je veux dire, elle a quand même carrément l'air d'être une gentille mamie tranquille, donc juste... Et à toi, je te dirais que d'une part, elle n'a pas toujours eu l'air d'une mamie, car oui, Agatha Christie a été jeune, et d'autre part que sous ses airs de gentille mamie, elle a quand même vécu 2-3 trucs ouf, comme rencontrer la reine Elisabeth qui était alors toute jeune, car oui, la reine Elisabeth a été jeune. Le 15 septembre 1890, Agatha marie Clarissa Miller, née à Torquay, un endroit que les Anglais appellent The English Riviera, mais qui moi, personnellement, me fait plutôt penser à un décor de roman de Stephen King. Elle a 2 grandes sœurs, une maman femme au foyer et un père courtier, Pépouze. Mais les grandes sœurs sont beaucoup plus âgées. La petite Agatha suit l'école à la maison et la dite maison est très loin de tout, dans un endroit avec assez peu d'enfants. Résultat, la gamine passe la majeure partie de son temps à jouer avec ses amis imaginaires et ses animaux, ce qui a sûrement dû beaucoup aider à faire d'elle une écrivain aussi imaginative que prolixe, mais ce qui ne donne pas des portraits d'enfants très joyeux, comme celui-ci par exemple, où elle a l'air de se faire chier un max. Toutefois, Agatha décrit son enfance comme heureuse, plongée dans son univers et ses livres. En 1901, son père meurt et avec lui, selon elle, son enfance se termine. Elle a 11 ans et à partir de là, elle va pas mal bouger, notamment en France, où sa mère l'envoie en pensionnat. Là-bas, elle se révélera particulièrement douée en musique, mais elle se trouve beaucoup trop nulle et timide pour devenir concertiste ou chanteuse d'opéra. Du coup, elle renonce à cette carrière. Tout ça pour vous dire que des fois, derrière des choses à première vue négatives, derrière des abandons, se cachent plein de choses prometteuses. Donc, n'hésitez pas. Abandonnez au premier signe de manque de confiance en vous. Attendez, non, c'est pas ça. Elle essaie d'écrire, dès 1907, des nouvelles et même un roman, mais se retrouve confrontée au rejet des éditeurs. Et à cela, je ne peux que dire que I get you, sis. Oh oh oui. Par contre, elle s'en sort plutôt bien niveau pêche au mec, parce que regardez-moi ce qu'elle dégote. Regardez-moi cette petite fossette au menton, là. Archibald Christie, de son petit nom Archie, est aviateur, et il se marie en 1914. Or, 1914, c'est aussi l'année de... C'est l'année du mariage d'Agatha Christie. Oui, non mais ça, oui, mais je viens de le dire. Mais aussi de la Grèce. De la guerre de la Grèce. Archie beau gosse se barre au front et Agatha, qui ne veut pas juste se lamenter en regardant anxieusement le ciel en l'attendant, décide de s'engager en tant qu'infirmière pour la Croix-Rouge. Là, elle va recevoir des formations sur les médocs et ça la passionne. Tant et si bien qu'elle devient pharmacienne pendant cette période. Elle va donc côtoyer tout un tas de substances qui vont lui servir ensuite pour ses livres. Elle raconte d'ailleurs très bien dans son autobiographie le fait que ce job de préparatrice lui laissait pas mal de temps pour écrire. Je me mis alors à réfléchir au type d'intrigue que je pouvais utiliser. Comme j'étais encore entourée de poison, peut-être était-il assez naturel que je choisisse la mort par empoisonnement. Et moi, qui écris très souvent pendant mes heures de boulot au lycée, je suppose qu'il serait tout naturel que je choisisse la mort par crise de nerfs. Bref, elle écrit la mystérieuse affaire de Styles, ou de Steele, je ne sais trop, à cette période, et après avoir essuyé à nouveau quelques refus, elle se fait enfin publier en 1920. Entre-temps, la guerre est finie et Agatha met au monde une petite Rosalinde en 1918. Donc vraiment, tout va bien. Sauf qu'il se trouve que finalement, pas de peau, archi beau gosse est un vaste panier percé. Et c'est Agatha qui va sortir toute la famille de la panade en écrivant à partir de ce moment-là roman sur roman, jusqu'à exploser niveau popularité avec son 7e, Le meurtre de Roger Ackroyd, en 1926. Elle écrit quand même 1 à 3 romans par an. Je sais pas si vous figurez bien le truc. Ça en fait 3-4 par jour. Et oui. Ben oui, parce qu'un an, c'est... 702 jours. 2 jours, voilà. Donc 702, pourquoi ça fait 3 fois par jour? Ça fait 17
Voilà, c'est n'importe quoi, tu te rends compte qu'on ne va nulle part avec tout ça. Sauf que là, à nouveau, pas de peau, Archie sans le sou se révèle être un gros con. Et il s'affiche tranquillou billette avec une meuf, alors que la mère d'Agatha vient de mourir. Archie le gros con explique alors à Agatha qu'il veut divorcer, et puis que sa meuf s'appelle Nancy Steele, et puis qu'elle peut aller se faire cuire le cul, et que ce week-end, il va aller tranquille se la couler douce, loin d'elle, avec des potes. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait, Agatha ? Eh ben, elle pète un plomb, mon gars. Alors, est-ce que Agatha pète réellement un câble ou est-ce qu'elle a juste envie de faire chier son mari ? Mystère. Mais elle disparaît littéralement. On retrouve le 4 décembre au matin sa voiture, phare allumé, porte ouverte, abandonnée près d'un étang. À l'intérieur, des habits et ses papiers d'identité. Sauf que la meuf est déjà connue. Du coup, la presse s'enflamme hyper rapidement. Est-ce un suicide, un meurtre, un enlèvement ? Des milliers de policiers et de volontaires sont déployés. Et genre pas « Oh, il y en a des milliers à la louche ». Non, puisqu'environ 15 000 personnes aurait ratissé la zone pour retrouver le corps, pendant que Conan Doyle, lui, faisait du spiritisme pour retrouver Agatha. Oui, chacun aide comme il peut. Pendant ce temps-là, bien sûr, on commence sérieusement à soupçonner Archie le nul, jusqu'à ce que, le 14 décembre, un batteur en concert dans le fameux Hôtel Hydro, dans la station thermale du coin, reconnaisse Agatha parmi le public. Le mari accourt, c'est bien elle. Elle s'est enregistrée sous un faux nom, le nom de la maîtresse de son mari. Parce que, quitte à faire chier, autant bien faire chier. Elle clamera toujours qu'elle n'a aucun souvenir du moment. Amnésie donc. Même dans son autobiographie, elle va passer sous silence ce moment-là de sa vie. Après ça, la popularité de la romancière va être encore plus haute qu'avant. Donc certains pensent à un coup de communication. D'autres à un genre de vrai burn-out, avec nécessité impérieuse et absolue de faire une pause de tout. En 1928, Archie le nulos et Agatha Christie vont donc divorcer. Elle obtient la garde de sa fille et garde le nom de Christie comme nom de plume. Et pas trop d'inquiétude pour Archie la bouse, puisqu'il épouse sa meuf quelques semaines après, laissant Agatha ultra triste et déprimée. Mais en 1930, lors de l'un de ses voyages, elle va faire la rencontre d'un archéologue en Irak. Il s'appelle Max Mallowan, et lui n'a peut-être pas de fossettes sur le menton, mais il a une très jolie moustache. Et ça compte aussi. Il a 15 ans de moins qu'elle, il a pas tout à fait la même religion puisqu'il est catholique et elle anglicane, mais fuck au bout d'un moment. Alors ils se marient, et cette fois-ci c'est le bon. Ils vont donc devenir un genre de couple d'aventuriers, fouillant des sites archéologiques et découvrant des cités perdues, armés seulement de leur fouet et de leur humour, et luttant contre les nazis pour ne pas qu'ils récupèrent l'Arche d'Alliance. Attends, non, c'est pas ça. Non mais quand même, ils deviennent un duo assez inséparable. Elle aide aux fouilles et elle écrit plein de romans. C'est bien simple, entre 1930 et 1940, elle devient la romancière anglaise. Et pour se sortir du carcan de genre qu'on lui impose petit à petit, elle va même s'essayer à l'écriture de romans pas policiers, sous un pseudonyme. Et c'est aussi pendant cette période qu'elle crée le personnage d'Harley Quinn. Mais non. Non, j'ai menti, j'aimerais bien, mais c'est pas du tout la même personne. Chez elle, c'est un détective assez mystérieux, dont le visage est toujours à moitié dans l'ombre et qui ne s'intéresse qu'au cold case. Comme Batman. Ah non. Harley Quinn, c'est Batman. Mais enfin pas du tout. C'est pour ça qu'ils ont changé le personnage en femme. C'est pour qu'il puisse rentrer dans des quotas imposés par les complots mondiaux féministes et pour changer les hommes en lézards gays. Mais vous êtes complètement saoul, mon bon ami. La Seconde Guerre mondiale... Ça se prononce Grèce. Sera une période très douloureuse pour Agatha, qui se retrouve à nouveau séparée de son mari, et son gendre meurt en plus, après la naissance de son petit-fils. Enfin, son petit-fils à elle, pas le petit-fils de son gendre. Elle va travailler à nouveau à l'hôpital, où elle en profite pour perfectionner encore sa connaissance des poisons. Mais elle va faire aussi quelque chose d'étonnant, puisqu'elle va écrire la fin de ses deux personnages les plus emblématiques et les plus populaires, Hercule Poirot et Miss Marple. Elle en fait mourir un, fait se retirer l'autre, et garde sous le coude les manuscrits qui ne seront édités que bien plus tard, voire même à titre posthume pour celui de Miss Marple. Une assez belle façon de s'assurer que, si elle venait à mourir, personne ne viendrait foutre le bordel dans l'univers qu'elle a créé. Moi, je trouve ça fascinant. Dans les années 50, elle explose aussi au théâtre, pour lequel elle écrit nombre d'adaptations de ses propres romans parce que, comme elle le précise dans son autobiographie, elle en avait ras le cul de les voir mal adaptés par des nulos. Elle a utilisé l'expression ras le cul. Mais non, mais elle n'a pas vraiment dit nulos non plus. Mais quel rapport avec Batman ? Elle adapte notamment La Souricière d'une de ses nouvelles, et le spectacle a lieu pour la première fois le 6 octobre 1952. Et si je vous en parle, c'est que la pièce, au succès complètement ouf, est encore jouée aujourd'hui. Je sais pas si vous vous rendez bien compte. Il y a eu plus de 24 000 représentations consécutives de cette pièce depuis sa création, et elle n'a jamais été remaniée. Jamais! Même le décor a été juste restauré, et encore seulement 2 fois. Et tout ça tient sur le twist final, dont on demande aux spectateurs de ne pas le révéler en sortant. Et ça marche! Genre, une rumeur dit que les chauffeurs de taxi qui emmènent les Londoniens voir cette pièce font du chantage aux spoilers s'ils n'ont pas un assez bon pourboire. Et la controverse, quand les Anglais se sont rendus compte que le twist de fin était dévoilé sur la page Wikipédia de la pièce, a été énorme.
Agatha est également la première femme à avoir 3 pièces jouées à Londres au même moment. Elle crée sa société pour gérer ses droits d'auteur, et on la comprend, puisqu'elle cumule plus de 250 nouvelles, 25 pièces de théâtre, 66 romans, une autobiographie et un livre de souvenirs de voyage à son actif. Et avec 4 milliards de livres vendus, c'est l'écrivain le plus lu au monde. En 1971, elle va se faire anoblir par la reine Elisabeth elle-même. Regardez donc comme Elisabeth est toute pimpinte et fraîche. Elle meurt paisiblement le 12 janvier 1976, à 85 ans, dans sa maison. Mais son héritage, lui, est immortel. C'est elle la porte-étendard de ce genre bien particulier des cozy mysteries. Ses enquêtes à atmosphère familiale, sans scène sordide ni effusion de sang. Elle est encore et toujours lue, adaptée, en série, en film, en Angleterre et ailleurs. Et à l'heure où j'écris cette vidéo, une nouvelle adaptation de Mort sur le Nil va sortir au cinéma. Pourtant, Dieu sait si elle est ancrée dans son époque, voire même dans une époque qui était déjà passée au moment où elle écrit. Je sais que la polémique récente autour du changement de titre de Ils étaient 10 a fait couler beaucoup d'encre, mais je ne souhaite pas du tout aborder ce sujet ici. Entre autres parce que ça mériterait une vidéo entière en soi sur le sujet, et puis aussi parce que j'en ai déjà bien assez parlé sur mon compte Twitter. Dans tous les cas, bien évidemment que ces réflexions ont aujourd'hui durement vieilli. La race, le genre, la classe sociale, tout est très marqué Angleterre victorienne, et très souvent complètement en décalage avec la réalité des gens. D'ailleurs, je ne peux résister à vous citer ce passage de son autobiographie. Il faut rendre justice aux victoriennes. Elles ont mis leurs hommes à la place où elles le voulaient. Elles se sont posées en êtres fragiles, délicats, sensibles, avec un constant besoin d'être protégées. Nous nous sommes conduites comme des gourdes. Nous avons réclamé à corps et à cri le droit de travailler comme les hommes. Eux, pas fous, ont sauté sur l'occasion. Ah, le féminisme, cette vaste arnaque. Mais Agatha est malgré elle une grande figure emblématique de la femme forte, intelligente, libre. Autrice florissante qui ne tarit pas d'inspiration, femme d'affaires richissime qui a su bâtir sa carrière seule, organisant peut-être même un des tout premiers buzz pour vendre mieux, et savante dans le sens premier du terme, celle qui emmagasine du savoir, celle qui sait, figure de proue de tout un pays, de toute une époque, et dont l'image reste claire encore de nos jours. Non, vraiment, une sacrée nanasse d'Agatha. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Avant de vous laisser, on a un petit message à vous faire passer par rapport à la chaîne. Dorénavant, la majeure partie de nos vidéos seront tournées essentiellement en voix off. On a trop de mal à organiser des tournages en ce moment avec le boulot de parents, nos 2 boulots à côté, les recherches, l'écriture, le montage, etc. On n'arrivait plus en fait à trouver du temps pour tourner comme avant. Mais si ma grâce naturelle vous manque, eh bien sachez que je suis sur Twitch assez régulièrement. On joue à des jeux, on discute sérieusement, on rigole pas mal. C'est un bon moyen pour moi de rester à la fois proche de vous et en même temps de faire du contenu qui soit moins préparé, plus spontané. Mais les vidéos continuent ici, c'est juste que pour l'instant on a besoin qu'elles prennent une forme légèrement différente pour qu'on puisse continuer à vous en proposer autant et avec la même exigence de qualité qu'on a, parce que clairement, le dernier truc qu'on veut, c'est faire du contenu à la va-vite, juste pour faire du contenu en fait. Encore merci à toutes les personnes qui nous soutiennent, merci à ceux qui nous suivent hyper fidèlement d'un réseau à l'autre. Merci 1000 fois aux tipeurs et aux tipeuses qui nous permettent aussi d'envisager un avenir dans lequel peut-être je pourrais essentiellement me consacrer à la chaîne. Un avenir dans lequel il serait beaucoup plus simple du coup d'organiser des tournages et dans lequel on pourrait continuer à montrer les fesses de Geoffrey au monde. Je vous fais plein de bisous. À bientôt!